Bon, donc on va démarrer cette petite réunion, parce que Emma a 45 minutes, elle est députée européen, et ils voyagent beaucoup, ils ont beaucoup de boulot. Et donc Emma est députée au Parlement européen, un groupe socialiste, hein, je ne me trompe pas, et elle défend vraiment la culture, le financement de la création, le droit d'auteur, tout le temps. Elle est aussi, je vous le dis, après une magnifique campagne électorale, élue conseillère de Paris. Et donc, Emma, on va commencer par parler d'un sujet alors, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est très important. C'est le programme Agora UE, parce qu'en ce moment, il y a un grand programme pour financer la création qui s'appelle le programme Europe Créative, je crois que c'est ça, qui a remplacé le plan Média. Moi, comme je suis très ancien, j'avais connu le plan Média et qui finance un certain nombre d'organisations, des distributeurs, Europa Cinéma, par exemple, aide aux exploitants qui passent les films à essai, des aides à la production. Et ce programme va être fondu dans un ensemble beaucoup plus grand et ça suscite beaucoup de craintes, en tout cas des milieux du cinéma, de la création audiovisuelle, que ce soit les auteurs, les producteurs et même les exploitants. Donc Emma va nous expliquer ça. Déjà merci beaucoup à Pascal, pour ce moment. À la SACD, également à la fois pour leur invitation, mais aussi pour leur mobilisation, permanente, en faveur, notamment évidemment du droit d'auteur et à la CID pour leur accueil, ici. C'est important, pour moi à Cannes de rencontrer, le plus de monde possible et d'être à l'écoute, de la diversité du secteur. Donc je suis ravie, vraiment d'être à vos côtés pour pouvoir vous parler, d'Agora et ensuite aussi on parlera d'IA, je crois. Mais maintenant, d'Agora. Agora, moi j'étais contre, cette fusion, dans un seul et même, grand ensemble de plusieurs programmes très importants. Vous pensez, maintenant à évidemment Europe Créative, à Média, à, nos aussi Serve, qui est, le programme qui s'occupe, notamment des politiques en faveur de la citoyenneté, de la lutte, contre les discriminations, en Europe. Heu, Finalement, alors même si évidemment je suis plutôt toujours opposée à cet esprit qui vient fondre tout et tout un peu noyer dans des grands ensembles, ce qui est intéressant cependant dans le débat qu'on est en train d'avoir au niveau européen, c'est que finalement le sujet culture est désormais associé aux enjeux de démocratie et de citoyenneté et je crois que ça a un avantage pour nous toutes et tous, c'est que ça place la culture là où elle doit être, à savoir comme, un espace de défense pour, l'Europe et quand on parle, et on en parle de plus en plus en Europe, de politique de souveraineté, notamment de souveraineté, européenne, eh bien, je crois qu'on ne peut pas, ne pas parler de souveraineté culturelle. Heu, la culture, en tout cas moi j'en suis convaincue, est la première ligne de défense, l'une des premières lignes de défense collective pour, la liberté de nos imaginaires, pour la liberté de création et je crois que c'est essentiel. Alors les orientations que la commission a proposées, ne sont pas forcément celles que moi j'aurais poussées et c'est pour cela que, lundi, je vais publier la version parlementaire, de ce rapport, Agora. On a choisi, déjà, je dirais être très clair dans nos orientations, de séparer, l'information et le journalisme, du, cinéma et de l'audiovisuel parce que ce n'est pas la même chose, et que d'ailleurs, même si on estime et moi j'estime que l'information est une priorité, eh bien ce n'est pas non plus lui rendre un service que de venir la fondre avec, la création. Nous proposons des budgets en hausse pour l'ensemble des orientations d'Agora. Nous proposons aussi de remettre l'indépendance de la création et de la production au cœur, de ce qui est proposé. Puisque l'indépendance disparaissait dans ce qui était proposé, les coproductions disparaissaient. Nous proposons pour notre part de replacer ces mots au cœur, du programme, média. Nous pensons, également que, nous ne pouvons pas, au travers, de l'argent public européen, soutenir, de la création qui, pourrait, être, générée par IA. C'est quelque chose, que nous plaçons au cœur du texte et je le dis, pour moi, c'était tout à fait naturel puisque j'estime que, la création est par essence humaine et donc que l'IA n'avait ici, pas sa place. C'est, important pour nous d'être très ambitieux
dans cette proposition du Parlement, du programme Agora, de rappeler finalement que les artistes, que la culture, que le cinéma et l'audiovisuel sont des choses qui rendent l'Europe puissante et souveraine, et donc que ça doit faire partie de nos priorités européennes, de nos priorités politiques. C'est ce que nous proposons c'est ce que nous proposons. Nous verrons ensuite ce qui va se passer dans les négociations au Parlement, mais aussi dans le trilogue. Et bref, beaucoup de discussions qui vont se poursuivre. Et moi, je compte vraiment aussi sur le secteur et sur votre mobilisation, que je salue, parce qu'on va avoir besoin finalement de faire entendre la voix de la culture au Parlement, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Je crois qu'on parle beaucoup de cinéma, mais parfois il faut rappeler qu'il y a des auteurs derrière toutes ces créations, qu'il y a des écosystèmes qui fonctionnent, que ça crée des emplois et que c'est de la richesse pour notre continent. Et en tout cas, c'est ces priorités-là et avec cette philosophie-là que on va faire entendre au Parlement européen. C'est en tout cas comme ça qu'on a travaillé de notre côté. Voilà. Alors, je vais te demander quel est le calendrier de ces discussions, parce que le Parlement va faire son job, et puis après, vous allez rentrer en discussion avec la Commission et le Conseil des ministres. Alors ça va durer pas mal de temps, mais pour le Parlement, l'objectif, c'est que là, on va rentrer en négociation au sein du Mhm. Parlement dès la semaine prochaine, en réalité. Et l'objectif poursuivi, on verra si si on atteint cet objectif, c'est de voter un texte dans l'hémicycle du Parlement européen, on va dire courant octobre. Octobre, on va voir. Et après, négociation trilogue, où là, on verra si on a besoin de beaucoup négocier, ou aussi toutes les propositions du Parlement vont être acceptées vite. Donc, vous avez compris, le sujet, c'est que avant, il y avait un programme quand même très concentré sur la culture, la création, et il y avait un programme sur l'information aussi, mais tout est maintenant mélangé, et la crainte de la culture, en fait, au niveau budgétaire, c'est de se faire dévorer par l'information, qui est un sujet aussi important en ce moment, avec l'arrivée des réseaux sociaux et une désinformation qu'on a pu apprécier, là, rien qu'au Parlement français. Vous avez vu un dénommé Aloncle, Charles Aloncle, un rapporteur d'une commission qui s'est comporté comme un procureur en 1793, à l'époque de la Terreur. Voilà, il jetait des noms en pâture et tout. Et donc, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, mais je crois qu'il y en a trois, parce qu'il y a aussi la directive SMA. Donc, et que je n'oublie pas. Et donc, le deuxième sujet, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, il faut savoir que le Parlement a voté un rapport d'Axel Voss, qui était le rapporteur de la directive droit d'auteur. Et c'est un rapport qui va plutôt dans le sens des auteurs, de la défense et des producteurs, de la défense de la création. Par contre, alors ça, c'est le côté Parlement européen. Et il y aura des discussions. Là, la Commission a annoncé aussi des initiatives. Et en France, si vous suivez l'actualité, il y a une proposition de loi transpartisane, c'est-à-dire qui réunit aussi bien la droite, la gauche, qui a été votée au Sénat, qui est très très courte, parce qu'on ne peut pas faire des longs textes sur le droit d'auteur, sur l'intelligence artificielle, parce que tout est traité à Bruxelles. Donc il faut être assez malin pour se glisser dans les interstices et faire un texte qui ne touche pas les principes bruxellois. Et ce texte, il est assez simple. Pour le moment, dans la législation actuelle, c'est aux auteurs, aux producteurs, aux créateurs, aux journalistes aussi, et aux entreprises de presse de prouver qu'ils ont été volés, copiés, aspirés par les intelligences artificielles. Et dans le texte de la proposition, ça inverse la charge de la preuve. C'est à eux de prouver qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà. Alors, cette proposition de loi a été votée à l'unanimité au Sénat, et pour le moment, elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, mais elle va peut-être être inscrite, puisqu'elle a été reprise, je crois, dans une niche parlementaire du Parti communiste. Bon, je crois que c'est ça. Et il faut savoir, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant,
que pour la première fois, le gouvernement français, les plus hautes autorités de l'État, le président de la République, il s'appelle Macron encore, pas pour longtemps, mais il s'appelle encore Macron, euh, ont tout fait pour que cette PPL n'aboutisse pas, alors que c'est notre pays qui a inventé le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, et que le Sénat l'a voté socialiste, communiste, droite, modéré, républicain, centriste, tout le monde l'a voté à l'unanimité. Et il y a une sorte de lobbying intense autour de l'entreprise française Mistral qui laisse à penser que si jamais cette loi est votée, ça s'appliquera à elle et pas aux grandes entreprises américaines. C'est évidemment faux, puisque le droit s'applique à tout le monde dès lors qu'il y a une activité dans notre pays. Donc voilà, alors je voulais savoir ce que vous allez faire, ce que peut-être que les socialistes aussi. Alors à l'Assemblée, au Parlement, je pense que les socialistes sont un peu plus mobilisés grâce à toi qu'à l'Assemblée française, parce que je ne les ai pas trop entendus ces derniers temps. Hein. Et pourtant, on a rencontré un gars qui veut être président de la République, qui veut se représenter récemment. Et on a senti qu'il voulait se mobiliser, mais on ne l'a pas encore senti vraiment mobilisé. Oui, il veut se représenter, tu vois qui je veux dire. Hein. Un gars qui a déjà été président. Quoi. Bon. Voilà, je te laisse. On a besoin de tous les alliés dans la bataille, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient tous besoin d'être président de la République. Alors, sur l'IA, moi, j'ai déjà peut-être reparlé d'où on parle finalement. La bataille dans laquelle on est, c'est aussi une bataille un peu de renversement d'un certain nombre de valeurs et de principes qui sont les nôtres depuis Beaumarchais, depuis très longtemps, et qui, pendant longtemps, ont aussi fait l'objet d'un consensus républicain. Et moi, j'ai envie aussi de le dire ainsi. Le fait qu'en France, les partis démocrates, partisans de notre République, s'alliaient toujours pour défendre le droit d'auteur et la culture, était, je crois, quelque chose de très précieux en France, mais aussi en Europe, où la voix de la France était entendue en ce sens. Aujourd'hui, et tu as parlé de Mistral à l'instant, mais la réalité, c'est qu'il y a Mistral, mais il y a aussi, plus largement, aussi un changement de philosophie. Et je crois que quand on a un président de la République qui prend parti à ce point pour les géants de la tech, parce qu'il imagine finalement qu'il faut finalement se lancer dans une grande bataille pour une innovation fantasmée, et que tout cela vaut le coup, y compris parfois si on marche sur le droit d'auteur et sur l'état de droit, parce que je crois que tout cela va ensemble, eh bien oui, j'estime que ce président de la République fait quelque chose qui est aussi à l'encontre de l'histoire française et de l'honneur de la République de manière générale. On a besoin de se mobiliser parce que le droit d'auteur, aujourd'hui, il est en danger face aux pratiques de ces géants de l'IA qui, il faut le dire, ont décidé de payer leur électricité, de payer leurs serveurs, de payer un certain nombre de choses, mais par contre, ils se sont dit qu'ils allaient voler les artistes. Ces services d'IA, ils mettent en danger la création quand ils fabriquent des contenus de synthèse. Moi, je les appelle comme ça, j'estime que ce n'est pas des œuvres. Mais ils mettent en danger aussi, il faut dire, la création quand ils décident de mettre en concurrence la création avec ces contenus de synthèse. Quand les comédiens de doublage, aujourd'hui, sont approchés pour être remplacés pour une poignée de pain par les services d'IA, quand les auteurs de livres voient que sur Amazon, on peut publier par jour jusqu'à 3 œuvres, 3 livres en tant qu'auteur, ce qui veut dire que les plateformes organisent finalement cette mise en concurrence. Quand sur Spotify, on a des playlists remplies de sons de synthèse, eh bien oui, on observe finalement une spéculation et une recherche uniquement du profit contre la culture. Là-dessus, on doit agir. Au Parlement européen, on a produit un rapport aux côtés d'Axel Voss que j'ai beaucoup nourri depuis la commission culture, mais surtout en lien avec, il faut le dire, beaucoup d'organisations françaises qui étaient également très mobilisées et européennes très mobilisées également. On a réussi à faire passer ce rapport, ce qui n'était pas du tout une certitude dès le début, ce qui me fait penser aussi que les batailles méritent d'être menées puisqu'elles sont gagnées à la fin. Et je pense que, en effet, c'est aussi ce travail parlementaire européen qui a inspiré les propositions de loi, la proposition de loi d'Arcos en France, qui est une proposition de loi transpartisane. Et je crois que le travail au Sénat a été remarquable.
Aussi d'ailleurs parce qu'il a été accompagné, de spécialistes du droit. Je pense, à Alexandra Bensamoun, à beaucoup d'organisations, professionnelles et que ce travail-là était important. En effet, désormais la bataille arrive à l'Assemblée. On a cru pendant quelques heures qu'il n'arriverait pas à l'Assemblée et moi je suis ravie de voir que c'est arrivé. Heu, hem, Maintenant la bagarre va arriver. Moi je vous le dis, je pense qu'il va falloir, heu convaincre député par député, de l'intérêt de cette loi puisque oui, le lobbying est violent. Le lobbying est extrêmement, présent de la part de géants de la tech qui, finalement viennent, tenter de convaincre que, le droit, des auteurs, que le droit des travailleurs serait finalement, moins important, que, le soutien à leurs entreprises. Je pense qu'il faut le dire aussi, si en Europe on veut construire une IA et un des géants de l'IA, moi je n'y suis pas opposée, mais je ne pense pas que ces IA peuvent se construire contre notre droit et au contraire, un géant de l'IA, s'il devait y en avoir un, européen, eh bien, ne pourra être que compatible avec, nos valeurs et notre éthique et je crois que c'est cela d'ailleurs que nous aurions, vocation à construire, ensemble. Moi, je n'ai pas envie finalement qu'on construise, des géants qui nous échappent et qui finalement à la fin, ne font que s'aligner avec des pratiques qui sont, plus d'outre-Atlantique que de chez nous et je crois que justement l'Europe gagnerait ici à ne pas se laisser faire, comme la France d'ailleurs. Ce midi, je déjeunais avec, la commissaire Ena Virkkunen qui est, à Cannes pour le festival. J'ai pu évoquer avec elle, ce sujet notamment en lui demandant de se saisir rapidement du rapport d'initiative d'Axel Voss. J'espère qu'elle le fera, même si elle a été particulièrement évasive, comme sur d'autres points Mmh. et j'ai aussi pu d'ailleurs lui parler de la révision de la directive SMA dont nous allons parler, maintenant, mais je te laisse en parler. Alors juste pour dire que le parcours législatif est très compliqué parce que si on veut que ça passe avant l'élection présidentielle, en réalité, il faut que le texte soit voté conforme. C'est-à-dire que si vous changez la moindre virgule au texte voté par le Sénat, compte tenu des délais des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ça ne sera pas voté avant l'élection présidentielle. Et quand l'élection présidentielle arrive, tous les textes qui n'ont pas été, comme c'est la fin de la session parlementaire, tous les textes tombent et donc on repart complètement à zéro. Mais je veux rassurer parce que j'ai entendu certains auteurs dire que fait la SACD. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. On va essayer d'améliorer notre position juridique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de faire passer cette proposition de loi. Mais si on n'y arrive pas, on fera les contentieux. Et les contentieux, je pense qu'on les gagnera. Le droit d'auteur a été en très très grande partie construit sur de la jurisprudence et des contentieux qui ont été gagnés au fil du temps. Et aux États-Unis, où des contentieux, en Allemagne, un contentieux a été gagné par la GEMA, la grande société d'auteurs allemande, et aux États-Unis, une des grandes sociétés d'IA qui s'appelle Anthropic a accepté, pour les livres qu'elle a piratés, en quelque sorte, d'indemniser les auteurs et les éditeurs de livres. Et ils ne l'ont pas fait pour les livres qu'ils ont achetés, parce que le droit américain, avec ce qu'on appelle le fair use, donne des possibilités d'utiliser les œuvres beaucoup plus larges, le droit américain plutôt que le droit européen. Donc, alors, si vous achetez le livre, vous avez le droit d'absorber. Mais si vous n'achetez pas le livre, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, ils ont commencé à indemniser. Et ce qui est très curieux d'ailleurs en France, c'est que le Mistral, qui vient dire circuler, il n'y a rien à voir, a quand même passé des accords avec Le Monde, avec, comme par hasard, l'AFP, entreprise publique, quasiment publique, traite avec une entreprise publique, tout simplement pour une raison simple, c'est que sur l'information, ils sont obligés d'avoir de l'information vérifiée par les journalistes, parce que si vous reprenez ce qu'il y a sur Internet, et surtout si vous reprenez ce qu'il y a sur CNews ou le JDD, là, franchement, vous êtes en pleine désinformation. Donc, déjà, des accords ont été passés, même sur le territoire français. Voilà. Et donc, c'est une longue bataille qui est engagée. L'autre sujet, d'ailleurs, important, Emma, je le dis, il y a le sujet de la rémunération, mais pour moi, le sujet principal, c'est le sujet de l'emploi.
Là, j'ai vu que les réalisateurs américains, comme les scénaristes, sont en train de négocier avec les producteurs pour le maintien des emplois aux États-Unis. Et nous avons saisi le CNC pour lui dire que dans l'attribution des aides publiques, il n'y a pas une œuvre audiovisuelle ou cinématographique qui est faite sans le soutien du CNC. Il devait tenir compte du facteur humain. On ne peut pas traiter de la même manière une œuvre qui aurait été faite en baissant de moitié, des trois quarts, les scénaristes, ceux qui travaillent, et ceux qui ont continué à utiliser des humains, même si ces humains peuvent travailler avec de l'IA. On n'interdit pas de travailler, bien sûr, avec l'IA. Et donc, le dernier sujet européen important, c'est la directive SMA. La directive SMA, je dis vite, c'est celle qui a permis à notre pays, et à d'autres d'ailleurs, je crois qu'il y a une vingtaine de pays européens déjà qui l'ont transposée, qui permettent de mettre des obligations d'investissement aux plateformes localisées dans un autre pays que le pays qui reçoit les œuvres. Et c'est une très grande dérogation au principe de l'établissement qui existe dans l'Union européenne. Normalement, dans l'Union européenne, on applique la loi du pays d'origine, c'est-à-dire du pays où on est établi. Et là, la Commission européenne, voyant qu'elle ne pouvait pas avoir de consensus pour établir des règles uniformes pour toute l'Europe, a dit, bon, bah, chaque pays pourra, pour les recettes qui sont collectées dans ce pays, mettre des obligations d'investissement. C'est comme ça que la France, selon sa tradition, mais c'était Macron 1, hein, c'était pas Macron 2, la France a mis les obligations les plus fortes. Nous, on est à 20%, voire 25% si on diffuse des films récents. D'autres pays ont mis des obligations, mais la moyenne européenne, c'est plutôt, je dirais, 6-7% que 20%. Et donc, ça a apporté beaucoup de ressources au financement de la création française, de la part de Netflix, de la part de Disney, de la part d'Amazon. Et cette directive, elle doit être renégociée. Il est prévu dans la directive qu'elle est renégociée. Et ça, c'est normal, on revoit les directives régulièrement. Et il y a une inquiétude, évidemment, de tous les... Il y a des choses qui doivent être renégociées, par exemple sur l'information, les influenceurs, les réseaux sociaux, ne sont pas dans la directive. Mais ça inquiète beaucoup les milieux culturels parce qu'ils se disent qu'il va y avoir un lobbying très intense des Américains, soutenu par leur président. Il ne dort pas toujours. Donc, voilà. Et deux, le lobby sera d'autant plus intense, et je vous le dis, c'est que pour le moment, la création, la production américaine ne se porte pas bien. Et quand vous avez en face de vous des gens qui ne se portent pas bien parce qu'ils ont une production plus faible, eh ben, ils vont chercher à récupérer des marchés en baissant vos propres protections. Donc voilà, je voulais demander à Emma, j'ai peut-être été trop long pour expliquer tout ça. Non, elle dit non. Ben non, jamais. Ah, c'est gentil. Bon, et donc, voilà. Non, 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 non. Je vais demander à Emma où on en est. Je pense que Emma, bon, bah, au Parlement européen, évidemment, va se battre quand le texte arrivera. Et il n'est d'ailleurs pas certain que la partie qui nous concerne soit réouverte. Et c'est peut-être pas notre intérêt, d'ailleurs, qu'elle soit réouverte. Je suis d'accord avec toi sur la question de où est notre intérêt et est-ce que c'est forcément le moment d'aller très loin. Moi, déjà, peut-être vous parler là-dessus parce que je ne l'ai pas fait forcément sur les précédentes questions, mais vous parlez du Parlement européen et de sa structure. Depuis les élections européennes de 2024, on a un tiers de membres du Parlement européen qui sont issus de l'extrême droite. Et être d'extrême droite au Parlement européen, ça veut dire plusieurs choses. Évidemment qu'on porte un projet réactionnaire, mais ça veut aussi dire que ce sont des relais de Donald Trump et en réalité de leurs donneurs d'ordre ailleurs dans le monde. D'ailleurs, ce sont eux qui parlent le plus souvent, en tout cas de souveraineté nationale, mais qui sont en réalité les plus soumis à des puissances étrangères, en l'occurrence ici les États-Unis. Depuis maintenant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il n'y a pas réellement, il faut le dire, forcément de changement majeur des demandes des grands Américains sur la directive SMA. Les demandes de dérégulation étaient là auparavant. Ce qui s'ajoute cependant depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est qu'en effet, il utilise ces demandes de dérégulation comme un outil de sa guerre culturelle, avec des relais en Europe. En réalité, moi, je vois ça souvent comme une opportunité.
Parce que ce qui était parfois l'objet d'un débat en Europe entre défenseurs de l'exception culturelle et défenseurs d'un libéralisme quasi libertarien, aujourd'hui, ce débat se mue en débat entre défenseurs de la démocratie et défenseurs d'un camp réactionnaire. En tout cas, c'est une opportunité dans le débat parce que ça nous permet, pour nous qui avons toujours cru que les deux étaient liés, démocratie et exception culturelle, en tout cas, ça pose le débat comme ça pour plus de gens. Ce rapport de force dans le Parlement européen, il n'est pas facile parce que la droite européenne est, on va dire, partagée entre ces 2 options. Est-ce qu'il faut, plus, de souveraineté culturelle ou est-ce qu'il faut, plus, de dérégulation et de simplification, qui est un mot extrêmement courant, aujourd'hui, en Europe? Heu, je crois pour ma part que, heu, la régulation européenne est fondamentale. Qu'elle est fondamentale parce qu'elle est, finalement ce qui permet à notre modèle, de financement de la création, d'exister. Et que ce modèle, eh bien, comme je l'ai dit, tout à l'heure, est ce qui nous rend aussi puissants en tant qu'Européens. La directive SMA, je suis assez favorable à ce que tu disais, Pascal, à savoir, nous n'avons pas forcément d'intérêt à réouvrir le sujet des quotas et des obligations. Cependant, si elle devait être réouverte, je plaiderais, sur cette partie de la directive. Si elle devrait être réouverte, je plaiderais pour l'améliorer, et quand je dis l'améliorer, c'est évidemment de renforcer, toute une partie, de cette régulation, que ce soit en faveur, évidemment de davantage, d'obligations, pour ces grandes plateformes, mais aussi, pour, évidemment plaider pour, par exemple, des rééquilibrages sur la question de la publicité ou pour d'autres sujets. Parce que, je crois en plus que nous avons aujourd'hui en Europe des diffuseurs, par exemple, traditionnels, qui ont besoin d'être, aidés, non pas sur, tous les domaines, mais bien sur aujourd'hui ce qui existe, à savoir une concurrence déloyale entre eux et des plateformes en ligne de partage de vidéos, par exemple, sur, la question de la valeur de la publicité notamment. Heu, nous allons voir ce qui va se passer. Pour l'instant, j'ai l'impression que le mot d'ordre est plutôt au statu quo, mais il peut toujours y avoir des surprises, et donc nous préparons nos arguments dans tous les cas. Et je dirais que pour le calendrier, il n'a pas encore été annoncé, mais que ça devrait sans doute commencer, dans les prochains mois. Je pense à la rentrée, de septembre-octobre. Enfin, on devrait, à mon avis, commencer à lancer des travaux puisque, les groupes de travail de la commission autour de l'évaluation ont eu lieu et ils ont été, terminés. Et voilà, là où nous allons devoir lutter en tant que Français aussi, défenseurs d'obligations, importantes, c'est, finalement face à cette volonté d'harmonisation un peu permanente, de la Commission, qui pour certains pays veut dire sans doute d'être plus exigeant, mais qui pour la France pourrait vouloir dire un nivellement par le bas, ce que je crois nous ne souhaitons pas. Et enfin, je le dis, aussi, heu, cette directive, c'est la deuxième jambe, finalement, de la construction de l'exception culturelle européenne. La première étant réellement le programme média Europe créative. L'exception culturelle, c'est un mot slogan qu'on utilise souvent, mais ça veut dire beaucoup de choses en réalité, et ça veut dire des régulations fortes. La directive SMA en est une, mais ça veut aussi dire des aides publiques, et c'est pour ça que la bataille qu'on mène, a bien ces 2 facettes, et évidemment, elle se complète avec un cadre, notamment de droit, le droit d'auteur qu'il faut, continuer à défendre, et évidemment même à renforcer, puisque vous en avez bien besoin en ce moment, notamment face, aux offensives, de la big tech. J'ai été complète? Oui, alors moi, le moment, c'est ma minute de publicité. Pour le film, le documentaire sur l'exception culturelle que j'avais demandé à Delphine Ernotte, et je la remercie, et à Stéphane Silbon-Gomez de produire. Il a été produit par France Télévisions, réalisé par Marie-Laurence Vincé et Roland Geoffrin, enfin qui a, lui avait écrit. Et c'est un documentaire qui raconte la bataille de 93 sur l'exception culturelle, la vraie bataille. Parce que je le dis quand même parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on parle d'exception culturelle française. Il n'y a pas d'exception culturelle française. L'exception culturelle, elle est européenne. Par contre, il y a une politique française du cinéma ou de l'audiovisuel, ce qui est autre chose. Bon.
Et donc, ce documentaire formidablement fait, très intéressant, parce que la vedette du documentaire, c'est Jacques Valenti. Donc, ils ont fait les choses à l'envers. Ils sont partis du point de vue américain pour montrer comment, partant un peu triomphant à la fin, il allait se faire écrabouiller. Bon, vous verrez, c'est très intéressant et ça explique beaucoup de choses sur cette bataille fondamentale, qui est la mère de toutes les batailles. Parce que si on l'avait perdue, la conséquence, c'est qu'on n'avait pas le droit de faire SMA. On n'avait pas le droit de mettre des quotas, des obligations d'investissement à l'échelon européen, mais aussi à l'échelon national, puisque ce que Bruxelles lâchait, puisque le pouvoir de négociation appartient à Bruxelles, ce que Bruxelles lâchait, c'était perdu. Alors, en voyant le documentaire, d'ailleurs, ça m'a fait penser que le niveau de jeu à l'époque, parce qu'il y avait Delors, il y avait Bretagne, il y avait François Mitterrand, il y avait Édouard Balladur, je dirais, il y avait Jacques Toubon, il y avait Alain Juppé. Le niveau de jeu était légèrement supérieur au niveau de jeu maintenant. Voilà, c'est tout, tout ce que... Mais regardez le documentaire, il est disponible à partir d'aujourd'hui pour 6 mois sur France.tv. Et voilà, tu dois y aller, toi? Bon, alors, voilà. Donc, tu n'as même pas une question auquel tu peux répondre, rien. Une question, allez, une question. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y en a pas. Toi, tu as... Bon. Est-ce qu'on sait un peu comment les distributeurs et les diffuseurs voient ces questions du droit d'auteur? Alors, sur le droit d'auteur et notamment sur l'IA, moi, j'ai l'impression, justement, depuis que je suis au Parlement européen, de voir un secteur culturel qui, dans sa globalité, est extrêmement aligné et très uni. Et honnêtement, c'est une grande force. Je le vois comme ça. Alors, c'est parfois moins le cas sur d'autres débats. Je pense d'ailleurs à ce qui arrive sur Agora ou sur SMA, où les intérêts, parfois, sont, même si convergents, peuvent être nuancés. Et donc, c'est là où il faut parfois, évidemment, faire des choix. Sur le sujet de l'intelligence artificielle et du droit d'auteur, je crois que chacun dans le secteur culturel a en tête que le droit d'auteur, c'est la fondation sur laquelle toutes nos régulations s'appuient. Et donc, je vois en tout cas une véritable unité. Il y aura peut-être des nuances et des virgules quand on aura gagné des premières batailles et quand on arrivera à quelques problèmes, on va dire, comme on dit, des problèmes de riches. Mais ça arrivera peut-être à la fin. Mais pour l'instant, je vois un secteur très uni. Voilà. Tu es optimiste parce que tes problèmes de riches, ça veut dire qu'on va répartir des sommes qu'on encaissera. Vas-y. Moi, je dirais le contraire. Je vois un secteur très désuni, au contraire, sur la question du droit d'auteur, avec des auteurs qui ne savent pas souvent que c'est cette construction juridique qui les protège de ce qu'ils craignent. Donc, avec des auteurs qui pensent qu'il faut détricoter les fondements du droit d'auteur. Donc, comment faire passer cette idée? Comment expliquer à tous les auteurs que, en fait, c'est fondamental, ce droit d'auteur, que c'est pas en passant, par exemple, en dérivant vers le salariat, on va arranger les problèmes. Et voilà, c'est quand même la question, moi, en tant qu'élu de la SSCD, en ce moment, c'est la question que je me pose et que j'essaye de faire passer auprès de mes collègues. Merci beaucoup, parce que quand j'évoquais l'unité du secteur, j'évoquais pas forcément l'unité des auteurs en tant que tels qui eux-mêmes vivent le droit d'auteur, mais l'unité d'un secteur qui, dans ses représentants, notamment syndicaux ou des organisations, de mon point de vue, en tout cas, ont porté une véritable unité du discours. Sur la question de est-ce qu'on arrive à convaincre les citoyens, finalement, de l'intérêt de ce droit d'auteur, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment de crise démocratique majeure, où beaucoup de choses qui sont des fondements de notre démocratie et de l'état de droit, et je pense sincèrement que le droit d'auteur en fait partie, sont en proie à des renversements, que ce soit sémantiques, idéologiques, mais aussi, il faut le dire, victimes d'une société qui tend à s'individualiser de manière majeure, où on a effectivement une forme de fuite en avant sur des envies de libertarisme ou comment dire, de libéralisme dans le sens libertarien du terme. Je crois que la bataille culturelle, au sens gramsciste du terme, elle est aussi là. Et que se battre pour le droit d'auteur, c'est aujourd'hui effectivement une bataille qui n'est pas gagnée forcément, quand on parle à des individus en tant que tels. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je reliais ça avec le sujet démocratique, qu'il faille parfois peut-être l'améliorer, démocratiser, qu'il faille des améliorations, des réformes, peut-être... et d'ailleurs, on pourrait y réfléchir ensemble. Mais je crois qu'aujourd'hui, la bataille qu'on a menée d'ailleurs collectivement
pour la culture et pour le droit d'auteur, c'est aussi une bataille de conviction. Et moi, j'en suis persuadée, et c'est une bataille aussi populaire. La bataille qu'on est en train de mener ici à Cannes, même si évidemment il y a beaucoup de gens qui sont des travailleurs d'un secteur, je pense qu'il faut aussi la porter en se disant que c'est une bataille pour les spectateurs, pour les citoyens, parce que le droit d'auteur, la démocratie, etc., c'est quelque chose, enfin la démocratie évidemment, mais le droit d'auteur, la diversité des films, la diversité de ce qui est produit et des œuvres, je crois, sont aussi des choses qui sont fondamentales pour le quotidien et l'émancipation de chacune et chacun. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. On est dans un moment où il va falloir qu'on arrive à convaincre collectivement. Et donc là-dessus, pour vous qui êtes élus à la SACD, mais aussi pour, je suppose, d'autres personnes dans la salle qui doivent se poser les mêmes questions, parce que vous êtes confrontés, je pense, à beaucoup de doutes. C'est en tout cas ce que je perçois, y compris sur un modèle qui semble en danger quand il est soit aux prises de libéraux américains, soit de réactionnaires en France, comme Vincent Bolloré. En tout cas, moi, je perçois ces moments de doute. Eh bien, écoutez, c'est le moment où il faut convaincre. Je vous remercie en tout cas pour votre invitation. Merci beaucoup.